Donc, je vous propose de commencer cette soirée. Déjà, bienvenue à tous. On est très heureux de vous avoir parmi nous. Moi, je suis Gaëlle Leray, donc responsable de la communication. Ça fait maintenant un petit peu plus de 2 ans que j'ai rejoint l'association AgroParisTech Alumni en tant que salarié. L'objectif de cette soirée est double. Le premier, c'est de vous faire découvrir l'association, ses services qui vous seront utiles tout au long de votre vie, ses valeurs aussi et les projets qu'on peut porter pour la communauté, voire au-delà. Le deuxième objectif, c'est de vous permettre de faire vos premiers pas dans le réseau en rencontrant des alumni de tout horizon qui sont là ce soir présents pour vous parler de leur parcours professionnel et de leur expérience du réseau. Bien sûr, il y a un autre objectif sous-jacent qui est celui de partager des moments de convivialité et de faire des rencontres interpromos. Malheureusement, comme vous le savez, cet événement devait avoir lieu en présentiel, mais le karma en a voulu autrement à notre grand regret. On a donc privilégié une version en ligne au lieu d'une annulation, parce que ça nous paraissait important de vous voir aujourd'hui. Mais comme vous, hein, ça nous tient à cœur de nous rencontrer pour de vrai, en physique, avec des rencontres authentiques. Donc, bien sûr, on commence déjà à travailler sur une prochaine rencontre physique d'ici la fin d'année 2022 pour vous offrir cette opportunité de networker en toute convivialité. Sont présents ce soir parmi les alumni Anne Gouillon, qui est aussi la présidente d'AgroParisTech Alumni, Nicolas Viard, qui est aussi au bureau et donc secrétaire. On a également Aude Bertrandias, Véronique Fontenheim qui va nous rejoindre à 19h, Nicolas Berthomé, Claude, j'espère que je ne vais pas écorcher le nom, De Orestis, et David Deschamps. C'était bon, Claude? C'est pas mal. Super. Donc, merci à vous pour votre mobilisation, même en distanciel. Ça fait plaisir. Avant de vous donner la parole, je vais vous présenter avec ma collègue Soa ici présente l'association. On va essayer d'être bref pour laisser un maximum de temps aux alumni qui, je suis sûre, dont les parcours vous intéressent plus que nos slides. Donc, brièvement, qui est la communauté des alumni? Donc, j'ai un petit sondage, si j'y arrive, c'est la première fois que je lance un sondage, donc on va voir si ça marche, pour savoir si vous avez une idée du nombre de personnes qui composent la communauté des alumni, étudiants et alumni compris. Donc, est-ce qu'on est 18 000, 25 000 ou 38 000? 23 sur 23, hop, je pense, non, 24 sur 24. Ah oui, non, mais en fait, on ne nous dit pas combien on est 33. OK, donc je laisse un petit peu de temps. Et donc, je ne sais pas si... Non, vous ne voyez pas les résultats, c'est moi qui les communique. On est 25 000 diplômés et étudiants. Donc, bien sûr, il y en a plus que ça, mais on ne compte plus les décédés. On a donc dans cette communauté majoritairement des ingénieurs, mais on a également des auditeurs de master spécialisés, d'ailleurs dont certains sont présents aujourd'hui, des M2, des docteurs et des certificats de spécialité. Donc, quand une promotion auparavant, en 1984, par exemple, comptait 350 membres, aujourd'hui, vous êtes bien plus nombreux, entre 550 et 600 membres. Donc, il y a quelques clics à faire pour ajouter tout le monde sur LinkedIn, par exemple. Donc, la question que se posent beaucoup d'étudiants, c'est à quoi sert une association d'alumni? Donc, à plein de choses. Mais une des premières choses qui peut être assez probante, c'est, si vous ne le savez pas encore, qu'il existe un marché caché de l'emploi. Donc, comme l'illustre un petit peu cet iceberg, oui, il y a seulement 30% des offres qui font l'objet d'une annonce. Donc, comment on accède à l'autre part de ce marché avec les réseaux professionnels, personnels, tout un tas d'autres moyens. Une des questions que je veux vous poser, c'est à votre avis, parmi ces 70% d'offres d'emploi qui sont cachées, combien y en a-t-il qui sont pourvus grâce au réseau professionnel uniquement? Donc, je lance le sondage pour avoir votre avis. Et oui, vous avez majoritairement répondu 45% et on est plutôt en effet sur 55%. Donc, c'est quand même énorme. Donc, finalement, si vous
n'intégrez pas finalement l'association des alumni, vous passez à côté d'un certain nombre d'offres d'emploi à pourvoir. Et au-delà de ça, une association d'alumni, c'est pas que ça, c'est pas que l'emploi. Quels sont un peu les rôles et les ambitions de l'association? Une autre petite question, d'après vous, combien de membres composent notre conseil d'administration? Donc, on a effectivement un conseil d'administration qui donne les orientations stratégiques à l'association. Et parmi le conseil d'administration, il y a 5 membres qui sont élus au bureau. Donc, tous les membres du conseil d'administration sont élus par les membres adhérents. Donc, vous aurez la main pour voter, généralement tous les 3 ans. Effectivement, vous êtes nombreux à avoir bien répondu, puisqu'ils sont 16 membres. Il y avait un petit indice dans l'image. Donc, vous êtes ces 16 membres qui seront peut-être vous prochainement. Et au-delà de ces 16 membres qui sont tous bénévoles, on a également de nombreux bénévoles qui nous rejoignent dans nos activités et une équipe salariée composée aujourd'hui de 4 personnes. Concrètement, sur quel axe de travail s'articule l'association? Le premier, c'est de valoriser les agros. Par plusieurs moyens, par déjà les publications qu'on peut mettre en place, comme l'annuaire, les portraits aussi que vous pouvez retrouver sur notre site internet ou encore toutes les publications qu'on peut faire sur les réseaux sociaux. L'agro-mémorial, par exemple, qui rend hommage aux agros disparus, aux agros décorés, aux agros morts pour la France. C'est aussi valoriser les agros par nos contacts avec les médias, par nos contacts avec les recruteurs. Un deuxième axe de travail, c'est de proposer des services aux alumni, en particulier le service carrière qui va vous accompagner du stage à la retraite, mais pas que. En dehors du service carrière, il y a également un volet solidarité avec de nombreux dispositifs solidaires, on y reviendra par la suite. Et également, bien sûr, une offre événementielle pléthorique pour vous donner de multiples occasions de networker, d'échanger et de faire en sorte que des synergies aient lieu entre les membres de la communauté. Et enfin, un troisième axe de travail qui est de porter la voix des alumni au sein de l'école, mais aussi de la fondation, dans notamment leurs orientations stratégiques. Mais c'est aussi représenter la voix des alumni au-delà de l'écosystème AgroParisTech, notamment avec, par exemple, la Fédération UniAgro, qui réunit tous les agros d'écoles publiques françaises. Il y a aussi les associations d'alumni des grandes écoles, etc. Donc, l'idée, c'est qu'on porte votre voix et on vous représente dans de nombreuses instances. De ces 3 axes de travail se déclinent différents types de projets sur lesquels je vais un petit peu me focaliser sans être exhaustive. Une des premières choses, c'est la maison des agros. Je ne sais pas si la plupart d'entre vous savaient ou non que vous aviez une maison rien qu'à vous. Et d'ailleurs, une petite question suit. À votre avis, où se trouve la maison des ingénieurs de l'agro? Donc, dans cette maison, elle a plusieurs fonctionnalités, on va dire. Non seulement ce sont les locaux de l'équipe, mais c'est aussi un espace où on accueille des groupes, notamment des agros uniquement, dans des salles qui sont privatisables pour vos réunions privées, voire et vos réunions professionnelles. Donc, si un jour, vous voulez par exemple organiser votre anniversaire juste... je vois que tout le monde a presque répondu vrai. Effectivement, on est au quai Voltaire, donc juste en face du Louvre. Donc, vous pouvez très bien profiter de cet espace. Et on a également des espaces de coworking où là, vous pouvez venir travailler gratuitement lorsque vous êtes adhérent dans ces espaces. Donc, si vous voulez, ça vous fait un pied-à-terre à Paris, notamment pour ceux qui travailleraient en région par la suite et qui veulent soit rencontrer des clients ou des investisseurs ou que sais-je. Vous avez en tout cas cet espace qui est rien que pour vous. Donc, sachez-le. Un autre aspect, je vous parlais de notre offre événementielle. Un des événements qui est le plus connu, ce sont les mardis du quai Voltaire, qui est un débat
généralement animé par un journaliste. C'est un événement qui a lieu à raison de 4 fois par an environ, qui a toujours lieu autour d'une thématique en lien avec les enseignements d'AgroParisTech. L'idée étant de proposer un espace de réflexion prospective aux agros grâce à ce débat. Vous avez aussi, en dehors de l'offre événementielle, en dehors de la Maison des Agros, j'avais parlé d'une offre solidaire en parlant de solidarité, par exemple, envers les étudiants. Je ne sais pas si vous avez remarqué, quand vous êtes à Saclay, vous avez en face finalement des locaux d'AgroParisTech, un bâtiment dans lequel vous n'êtes peut-être pas allé, et en fait c'est la résidence étudiante des agros, dont on a participé au projet de construction pour développer l'offre d'hébergement sur le plateau pour répondre aux besoins des agros particulièrement. Donc nous, on a participé à ce projet pour les étudiants, et par rapport à l'offre solidaire, on a vraiment beaucoup de dispositifs mis en place. Le premier à savoir quand même qui est important, c'est l'adhésion solidaire, parce que il ne faut pas que vos finances soient un frein pour adhérer au réseau. Notre volonté, c'est que tout le monde peut rentrer dans le réseau, et pour cette raison, on a développé donc une adhésion solidaire à 20 €, de sorte à ce que tous ceux qui voudraient rejoindre le réseau et qui n'en aient peut-être pas les moyens puissent le faire, et notamment accéder à nos services, dont le service carrière. Vous avez également le fonds d'urgence alumni solidaire. Ça, c'est un fonds d'urgence pour les agros qui sont vraiment en difficulté financière, qui a été ouvert au moment du Covid et qui est maintenu là avec finalement la crise économique qui a pu avoir lieu par la suite, et au-delà avec la crise maintenant, enfin la guerre en Ukraine et d'autres raisons, ce fonds d'urgence existe toujours, même pour des raisons autres que la guerre ou ces raisons si importantes. Enfin, voilà. Pour toutes circonstances, dans les circonstances difficiles, on peut vous venir en aide. On a également un autre dispositif qui est le prêt d'honneur, ça qui est peut-être moins connu, le prêt d'honneur qui vous permet de finalement soutenir vos projets, que vous vouliez financer un permis de conduire ou une poursuite d'études à l'étranger. On vous propose un prêt d'honneur à 0% pour booster vos projets. Et enfin, un autre axe de travail qui est aussi très important pour nous et qui nous anime au quotidien, c'est l'annuaire. Parce que l'annuaire, c'est toute une histoire pour mettre à jour les coordonnées. Donc, je prends un petit peu le temps là, aujourd'hui, de vous avoir avec nous pour vous parler de cet annuaire et de l'importance de la mise à jour des coordonnées, parce que finalement, l'annuaire sans coordonnées, le réseau n'existe plus. C'est vraiment sur cette base-là qu'on peut s'appuyer pour développer nos activités. Et donc, je vous invite vraiment, pour que tout le monde puisse en bénéficier et puisse se reposer sur cet outil de réseautage, à vraiment penser à actualiser vos coordonnées à la fois professionnelles et personnelles pour que vous restiez toujours en contact avec le réseau des alumni pour aider les étudiants à l'avenir, etc. Je vais maintenant passer la parole à Soa, ma collègue, qui va vous parler de la permanence à Saclay. Donc, bonsoir à tous. Moi, je suis Soa Guillotel, et donc je suis arrivée tout récemment, je suis arrivée en juillet chez AgroParisTech Alumni en tant que responsable d'animation du réseau. Et en fait, ma mission, c'est de contribuer à développer la dynamique associative, notamment via le bénévolat et aussi tout ce qui est animation de la vie des promos. Et donc, depuis la rentrée, j'assure également une permanence tous les mardis sur le campus de Saclay, dans le bâtiment Z, qui est le bâtiment où il y a la salle de musique notamment. Notre bureau est situé au 2e étage, bureau 29. Et donc, je suis présente de 9h30 à 17h30. Donc, n'hésitez pas vraiment à venir me voir si vous avez une question sur l'association, si vous souhaitez voir comment est-ce qu'on peut vous accompagner pour un projet. N'hésitez pas, parce qu'on est vraiment là pour ça. On tenait vraiment à pouvoir bénéficier de ce bureau au sein du nouveau campus, parce qu'on souhaitait être au plus près de la vie de l'école et des étudiants. Et encore une fois, même si vous avez peur, par exemple, que je sois occupée ou quoi que ce soit, vous pouvez également me contacter par mail ou par téléphone pour être sûr qu'on se bloque un créneau ensemble pour discuter en toute tranquillité. Donc ça, voilà, c'est pour notre permanence. Donc n'hésitez pas vraiment à passer, la porte vous est grande ouverte. Merci.
Et maintenant, je vais passer la parole à Justine. Justine, qui est la responsable du pôle alumni du BDE, avec qui on travaille vraiment conjointement pour proposer particulièrement des événements ou des activités en lien avec les étudiants, parce que finalement, le pôle alumni du BDE, c'est un petit peu le trait d'union entre les alumni et les étudiants. Justine, si tu es toujours là, je te laisse la Je suis parole toujours pour... là. Donc, bonsoir à tous. Donc, je m'appelle Justine. Donc, comme Gaëlle a dit, je suis responsable du pôle alumni du BDE. Donc, notre but principal est de renforcer les liens entre les étudiants et le réseau des anciens élèves. Donc, pour cela, avec l'aide d'AgroParisTech Alumni, on organise de nombreux événements. Donc, par exemple, on a le parrainage, où les étudiants peuvent avoir vraiment une relation privilégiée avec un alumni volontaire. Donc, pour cela, on va organiser plus tard dans l'année des soirées qui seront vraiment des moments de convivialité entre alumni et étudiants. D'autre part, on tourne aussi des vidéos qui s'appellent Paroles d'alumni, qui sont des interviews d'alumni ou qu'on peut retrouver sur la chaîne YouTube de AgroParisTech Alumni. Et aussi, on organise des soirées Allume ton réseau, donc des soirées à thème. Donc, la prochaine est justement après-demain, donc ce sera ce jeudi à 18h30. Donc, ce sera au Quai Voltaire à la Maison des Agros. Donc, ce serait vraiment le moment pour découvrir tous les beaux locaux de Quai Voltaire. Et ensuite, on organise ces événements surtout pour les étudiants. Donc, si vous avez des moindres suggestions, des idées, n'hésitez vraiment pas à nous les faire parvenir. Donc, enfin, on espère qu'on vous retrouvera nombreux à ces événements. Donc, merci. Merci Justine. Pour compléter un petit peu, effectivement, le principe des soirées Allume ton réseau, c'est de vous faire rencontrer des alumni sur le thème qui est là à la RSE, qui change chaque fois. Donc, comme le dit Justine, n'hésitez pas à évoquer vos idées de thème aussi pour les prochaines fois. Au-delà du pôle alumni du BDE, il faut savoir que on met en place différents partenariats avec vos projets étudiants, notamment certaines associations étudiantes comme la Garden Party. On finance le maillot de sport, d'où le fait qu'il y ait notre logo dessus. C'est pas juste pour faire joli. On participe également financièrement au TEDx, mais au-delà des soutiens financiers, il faut aussi penser, parce que j'imagine que vous tous à peu près êtes impliqués dans une association étudiante, il faut aussi penser que le réseau est là pour s'appuyer sur lui, pour donner plus d'envergure à vos projets. Je pense en particulier, par exemple, au Forum Vitae, pour lequel on apporte aussi notre contribution, dans le sens où on va aller chercher des alumni volontaires pour coacher des étudiants lors de mini-entretiens pour vous accompagner à professionnaliser votre recherche d'emploi, par exemple. Donc, il y a plein de manières de se reposer sur le réseau pour vous accompagner dans vos projets associatifs. Voilà, on ne va pas être exhaustif encore une fois, mais n'hésitez pas à nous contacter si vous avez des questions à ce sujet. Pour rentrer dans le concret, aujourd'hui, la plupart d'entre vous, surtout les premières années, les masters spécialisés pas encore, mais les premières années, ont reçu un mail qui contient un login et un lien pour créer votre mot de passe et accéder à votre compte Alumni. Donc, si vous n'avez pas vu passer ce mail et que vous n'avez pas encore créé votre mot de passe, comme le lien s'autodétruit au bout de 5 jours pour des raisons de sécurité, je vous invite à nous écrire un mail. On aura les contacts à la fin de la présentation pour nous faire part de votre demande pour qu'on vous renvoie le lien pour créer votre mot de passe. Une information aussi qui est capitale, c'est que vous avez, et vous ne le savez souvent pas, un mail aptalumni.org. C'est un mail qui va prendre le relais de votre adresse agroparitech.fr, car cette adresse-là sera amenée, elle aussi, à s'autodétruire 2 ans après l'obtention de votre diplôme. Donc, nous, on prend d'ores et déjà le relais. Vous pouvez utiliser cette adresse, mais à savoir que c'est une adresse de redirection. Donc, pour que cette adresse fonctionne, il faut que vous ayez renseigné un mail type
Gmail, de sorte à ce que tous les mails qui vous soient adressés à l'adresse aptalumni.org soient redirigés en fait vers votre adresse Gmail. Mais c'est une façon d'avoir une adresse plus professionnelle et ou sur l'annuaire, par exemple, de ne pas communiquer votre adresse Gmail, mais de communiquer votre adresse aptalumni.org aux étudiants, par exemple, lorsque vous serez diplômé. La plupart d'entre vous aussi ont adhéré lors de la rentrée à hauteur de 40 €, et ça pour toute votre scolarité. Je fais une petite aparté pour les masters spécialisés qui, eux, les masters spécialisés, c'est particulier parce que avec AgroParisTech Exécutive, on met en place un partenariat. Donc finalement, c'est un peu AgroParisTech Exécutive qui finance votre adhésion pour votre année de scolarité et 1 an après l'obtention de votre diplôme. Donc, pour que vous ayez accès à tous les avantages adhérents et que vous puissiez bénéficier du soutien du réseau à plein. En particulier, pour citer quelques avantages adhérents, le service carrière, donc on va évoquer plus longuement, la gratuité ou les tarifs préférentiels pour tous les événements, le magazine Planète Agro dont on parlera aussi, que vous recevrez en ligne pour les étudiants et en version papier pour les alumni. Il y a tout un tas d'avantages que je vous invite aussi à découvrir sur notre site internet ou en nous posant des questions, dont l'annuaire, etc., dont on a pu parler. Et c'est le moment pour moi de rappeler aussi que sur ce compte Alumni, tout est conforme avec la RGPD. Vous avez la main sur ce compte pour mettre à jour les coordonnées et aussi pour modifier vos préférences de confidentialité, par exemple. Donc, n'hésitez pas à aller voir pour que vous ayez vraiment la main sur vos données. Ce que vous pouvez faire avec votre compte Alumni, tout, en fait, ce qu'on peut faire avec l'association. Vous pouvez envoyer un mail à toute votre promo en un clic, par exemple. Vous pouvez poster une petite annonce si vous recherchez, par exemple, pour l'année prochaine, une colocation. Dans le cadre du logement, on a des petites annonces qu'on a développées exprès avec l'idée d'approcher le déménagement à Saclay pour aider les étudiants. Mais dans ces petites annonces, il y a aussi la possibilité de valoriser des produits. Par exemple, si vous étiez un jour producteur de vin et que c'est ce que vous avez envie de faire, vous pourrez valoriser auprès de la communauté vos produits via cet outil. Vous avez également accès à l'annuaire, à l'agenda, des activités. Vous pourrez vous inscrire là-dessus aussi, voir les offres d'emploi, vous créer une alerte, vous inscrire à des groupes professionnels et régionaux, et on y reviendra un petit peu plus par la suite. Comme on est un petit peu pressé par le temps, je ne vais pas faire une démonstration de l'annuaire, mais je vous invite à aller voir l'annuaire, à consulter. Vous en aurez notamment besoin en première année d'ingénieur pour l'UE-PPP que vous avez eu comme présentation tout à l'heure en principe. Je laisse la parole maintenant à Soha qui va nous parler de la fédération Uniagro. Oui, parce qu'en fait, AgroParisTech Alumni est membre de la fédération Uniagro. Uniagro, en fait, elle regroupe 8 associations d'alumni d'écoles d'ingénieurs agronomes en France. Et au total, le réseau comptabilise plus de... Ah oui, il y a une question quiz, je crois, à ce moment-là, non, Gaëlle ? Ah oui, question quiz. J'allais donner la réponse. On va vous demander justement si vous avez une idée, du coup, avec les 8 assos d'alumni confondus, de combien de membres coupe le réseau Uniagro. Donc, vous avez 3 propositions, encore une fois, et on vous laisse essayer de trouver la bonne réponse. Alors, la majorité d'entre vous avait répondu 60 000 membres. Et en fait, la bonne réponse, c'est 50 000. Au total, le réseau Uniagro comptabilise 50 000 membres, ce qui est en fait hyper intéressant parce qu'une fois que vous êtes adhérent à AgroParisTech Alumni, vous avez accès à tout ce réseau. Et l'intérêt aussi avec Uniagro, c'est qu'on mutualise les services et que vous, en tant qu'adhérent AgroParisTech Alumni, vous avez accès à ces services à des tarifs du coup beaucoup plus avantageux, voire même souvent gratuits. Quand on parle de ces services, qu'est-ce que l'on entend? Alors déjà, il faut savoir que c'est Uniagro qui édite le magazine Planète Agro, qui est un trimestriel que vous allez recevoir en tant qu'étudiant en ligne. Et donc, ce magazine, il est créé en fait par des agros qui sont pour la majorité bénévoles sur des thèmes en lien avec le sujet du vivant. Et chaque numéro, il traite d'une thématique phare qui est renouvelée à chaque fois.
Et c'est vrai que c'est un magazine qui a quand même beaucoup de succès puisqu'on l'édite quand même tous les 3 mois à 5000 exemplaires. Et donc, vous verrez, on est aussi preneur de vos retours parce que c'est vrai que le magazine fonctionne bien. Et d'ailleurs, si vous êtes intéressé pour y contribuer sur l'un des thèmes, n'hésitez pas également à revenir vers nous. Donc, Planète Agro, c'est l'un des services phares. Il faut savoir qu'UniAgro fédère aussi des communautés qu'on appelle des groupes. Ces groupes, ils sont soit professionnels, régionaux ou internationaux. Les groupes professionnels, en fait, ça va être des groupes qui vont être créés selon des thématiques. Donc, vous allez pouvoir intégrer ces groupes selon les thématiques, les engagements qui vous intéressent. Il y a par exemple agro-féminin, agro-durable, agro-dirigeant. Et à chaque fois, ça va vous permettre de vous mettre en relation avec des agros qui sont soit dans les mêmes situations que vous, soit vous projeter, vous, à un moment d'y être. Hein? C'était coupé? Oui. Est-ce que tout le monde m'entend? Oui, il n'y a pas de souci, parce que comme le son passe par le PC de Gaël, il n'y a pas eu de coupure du tout. D'accord. Et donc, je reprends, donc je disais, les groupes professionnels, c'est par thématique. Vous avez également les groupes régionaux ou internationaux, où là, ça vous permet de prendre contact et de vous mettre en relation avec des agros qui ne sont pas très loin de chez vous. Et notamment, c'est très utile parce qu'il y a de fortes chances que pour votre premier emploi, vous soyez amené à déménager ailleurs en France ou à l'étranger. Et donc, à ce moment-là, vous pourrez vous mettre en relation avec des agros, des 8 assos d'alumni qui sont dans la fédération. Alors, je veux bien que tu passes à la slide suivante. Donc, il faut savoir aussi que l'une des missions phares d'UniAgro, ça va être de vous accompagner tout au long de votre vie, quel que soit votre parcours et votre profil. Et pour ça, il faut savoir qu'UniAgro a un service carrière vraiment très actif. Le service carrière, ça va vous permettre vraiment d'avoir accès à toutes les offres d'emploi qui sont diffusées par le réseau. Comme vous disiez Gaëlle au début, plus de la moitié des offres d'emploi sont dans un marché caché. Et donc là, vous y avez accès avec le service carrière. Vous pouvez également publier votre CV dans une CV Tech pour être visible auprès des recruteurs. Et vous avez accès à différents types d'astuces et de conseils concernant votre recherche professionnelle, votre vie professionnelle. Et en étant adhérent AgroParisTech Alumni, vous pouvez bénéficier d'un accompagnement professionnel personnalisé, c'est-à-dire avoir un entretien carrière avec un professionnel gratuitement, pouvoir bénéficier d'un coaching personnalisé, de vous mettre en relation avec un ou une psychologue, enfin, là c'est une psychologue pour le coup, ou encore bénéficier d'une assistance juridique. Et il faut savoir que ces services, ils sont en fait dispensés par des personnes bénévoles qui sont soit agro, soit spécialistes des profils agro, donc ils peuvent vraiment aussi s'adapter à votre parcours et comprendre les spécificités de votre profil. Et donc, le service carrière, il organise environ 70 événements par an, qui sont pour la majorité en ligne. Donc, comme ça résout un peu les problèmes d'accès qu'on peut rencontrer souvent. Et pour vous, en tant qu'adhérent, la majorité d'entre eux sont gratuits. Donc, encore une fois, n'hésitez pas à venir regarder sur le site d'AgroParisTech Alumni, dans l'agenda, dans les actus, quels sont les prochains événements qui peuvent vous intéresser. Et d'ailleurs, les prochains événements avec un S en vrai, à carrière à venir qui pourraient vous intéresser, c'est se préparer et s'entraîner à l'entretien de recrutement, qu'il soit pour un stage ou pour une embauche. Ça aura lieu le 7 novembre à 18h. Et un autre événement auquel je vous invite à participer, c'est booster sa carrière avec UniAgro, parce que l'intérêt, c'est que comme vous avez là une présentation d'AgroParisTech Alumni, vous aurez une présentation plus exhaustive de tous les services carrières proposés par UniAgro, donc le 8 décembre à 12h. Concernant effectivement les événements d'AgroParisTech Alumni à venir, le prochain, c'est dès jeudi, en présentiel au Quai Voltaire, avec la présence d'alumni, dont Nicolas Berthomé qui est ici ce soir, donc il passe presque la semaine avec nous. Donc ça sera donc les agros et la RSE. Le prochain mardi du Quai Voltaire dont on a parlé, le thème se portera sur le gaspillage alimentaire et aura lieu donc le 29 novembre.
Et j'ai évoqué le Forum Vitae, donc on sera bien là le 24 et le 25 novembre sur un stand, mais aussi pour animer une table ronde et les mini-coachings avec les alumni. Dernière petite info, c'est les 3 réflexes alumni. Maintenant que vous savez tout ça, qu'est-ce que vous pouvez faire pour contribuer au réseau à votre niveau? Dans un premier temps, ça sera de vous connecter à votre compte alumni pour saisir vos coordonnées, saisir un maximum de coordonnées pour qu'on ait un annuaire complet et utile à tous. Et les mettre à jour régulièrement, forcément. À chaque fois que vous avez une mobilité professionnelle, comme vous avez le réflexe de le faire sur LinkedIn, pensez à le faire, s'il vous plaît, pour tout le réseau, aussi sur votre compte alumni. Deuxième réflexe, c'est l'adhésion, parce qu'on n'est pas financé par l'école, on est une association qui est indépendante. Et donc, finalement, les adhésions, c'est ce qui fait, c'est le carburant qui nous fait avancer. C'est ce qui nous donne de la force aussi et qui nous donne une représentativité plus importante. Elle sera, mieux ce sera pour nous avoir du poids sur le plateau de Saclay en particulier et aussi avoir plus de poids dans nos budgets pour être plus solidaires avec les agros, pour faire plus d'événements, etc. Et enfin, troisième réflexe ou troisième possibilité, c'est de s'engager parce que le principe, c'est un peu de se dire, il y a des moments où on peut aider et d'autres où on a besoin d'aide. Donc, un réseau, c'est pas seulement quelque chose dont on profite, c'est aussi quelque chose qu'on investit, on donne de son temps pour un jour que ça nous revienne en retour sans qu'on s'y attende. Finalement, c'est un peu l'idée. Il y a des gens comme ça qui se sont investis dans des groupes et qui un jour, enfin c'est des alumni qui me le racontaient eux-mêmes, et qui un jour, dans ce groupe, c'est quelqu'un qui lui a proposé le poste de ses rêves parce qu'il savait que lui, c'était le monsieur Fleur, et voilà, il y a pensé à lui à ce moment-là parce qu'il a été repéré pendant qu'il s'investissait dans ce groupe de travail. Donc, voilà, devenir bénévole aussi, c'est comme vous êtes étudiant, c'est aussi peut-être apporter une ligne de plus à votre CV, une expérience probante qui a un impact. Et donc, les missions bénévoles, il y en a énormément à pourvoir, on a énormément besoin d'aide, on n'est jamais assez nombreux. Et puis, elles peuvent aussi se construire en fonction de vos envies. Donc, n'hésitez pas, si vous avez envie de donner de votre temps au réseau des alumni, n'hésitez pas à nous contacter pour en discuter. Voilà, on avait promis nos coordonnées. Vous avez la petite photo de Claire Garnier en bas à droite, qui est, elle, pas d'AgroParisTech Alumni, mais d'Uniagro, qui anime le service carrière. Et vous avez donc les coordonnées de l'ensemble des salariés, avec la déléguée générale, dont une partie d'entre vous ils ont pu apercevoir cet après-midi. Laurence Lenain, qui est responsable des projets associatifs, moi-même, et SOA. Et voilà, donc pensez, dernier petit mot pour ma part, n'hésitez pas à nous rejoindre sur les réseaux sociaux parce que pour ne pas vous envahir de mails, parce qu'on sait qu'ils sont de moins en moins lus et qu'on nous envoie de plus en plus, on privilégie majoritairement la communication sur les réseaux sociaux. Donc, n'hésitez pas à nous suivre pour que vous soyez informés de la plupart des événements qu'on fait. Je vais laisser maintenant la parole à notre présidente Anne Gouillon qui va finalement faire un peu le premier exercice et se lancer dans le bain de présentation des alumni. Elle va nous parler donc de son parcours professionnel. Peut-être qu'elle a un petit mot à ajouter sur l'association et qui va également nous parler de son parcours professionnel avant de passer la parole à l'ensemble des alumni. Ok, merci Gaëlle. Vraiment, moi, je remercie très fort toutes celles, tous ceux qui sont là ce soir, qui ont contribué d'une manière ou d'une autre. Déjà, être présent, c'est contribuer. Je pense que ça n'amuse personne de devoir faire cette réunion en ligne alors qu'on avait envie de se retrouver ensemble, de boire un coup. Certains d'entre nous sont bénévoles, d'autres sont salariés, sont en train de faire des heures sup et se retrouvent devant un écran alors qu'on devait être ensemble. Donc, je remercie vraiment toutes celles et ceux qui ont joué le jeu. Et quand on vous dit qu'on refera la même chose, mais ensemble, en présentiel, ça n'est pas une parole vaine. Quand je rencontre des gens d'autres associations d'alumni, les mines, télécom, etc., HEC, ils disent quand même la différence, les agros, on s'amuse plus et puis surtout, on boit bien et on mange bien. Voilà. Donc pour nous, c'est important aussi de faire des vrais événements et pas que des trucs en 2 dimensions.
dans le virtuel. Voilà, ça c'était pour la phase remerciement. Alors, je ne sais pas trop si je commence par mon parcours ou par l'assaut des alumni, parce qu'en fait, pour moi, c'est relié. Alors, je vais commencer par mon parcours en quelques mots, puisque Gaëlle m'y a invité. Et puis, quand même, je vous montrerai en quoi c'est en lien avec le fait que je me retrouve ici à vous parler en tant que présidente du conseil de l'association. Moi, je suis rentrée à l'agro en 83. Ça veut dire que l'année prochaine, on va fêter nos 40 ans de promo. Arg. Voilà. J'ai l'impression que c'était un peu hier quand même. J'ai des super souvenirs de Grignon. Je fais partie des gens pour qui c'est important de garder Grignon d'ailleurs. On pourra en reparler quand vous voudrez. Et j'étais arrivée à l'agro, j'avais une passion pour la biologie. Ça, c'est sûr, les sciences du vivant, la nature, ça fait partie de mon enfance. Et puis, j'avais aussi un très gros engagement politique, très, très à gauche, très militant. Et mon père n'arrêtait pas de me répéter, écoute, c'est bien gentil, tes grandes idées, mais écoute, apprends un métier qui puisse te permettre aussi de faire progresser les choses, pas juste en disant ça ne va pas, il faudrait faire ci et ça, quoi. D'où le métier d'ingénieur. Et à un moment où j'hésitais sur mon orientation, il m'avait passé, je m'en souviens encore, le livre de René Dumont, qui est un des précurseurs de notre école, premier candidat écologiste au présidentiel. Donc, c'est un livre qui s'appelait Agronome de la faim, F-A-I-M. Voilà. Et c'est vrai que moi, quand je suis rentrée à l'agro, comme beaucoup de gens à cette période, quand on rentrait à l'agro avec un engagement un peu humanitaire, social, etc., on ne parlait pas encore de crise climatique, même si Dumont alertait déjà sur la crise écologique. C'était surtout voilà, la solidarité avec les pays en développement et le problème de l'alimentation mondiale. Problème qui revient d'actualité. J'ai tendance à dire qu'aujourd'hui, on n'est plus en train de lutter contre la faim dans le monde, mais essayer d'éviter la faim FIN du monde, voilà, avec tous les déséquilibres qu'on connaît. Donc voilà comment je me suis retrouvée à l'agro, à faire la spécialisation du développement agricole, qui a été créée par René Dumont, que beaucoup d'étudiants rejoignent en ce moment en espérant y trouver les solutions d'un développement équilibré, humain, durable, écologique, qui est une super spécialisation, très basée sur le terrain, très agréable. Et ensuite, effectivement, j'ai fait, on peut dire, la première moitié de mon parcours professionnel pendant une vingtaine d'années, plutôt dans des pays tropicaux, en Asie du Sud-Est, en Afrique, un petit peu en Amérique latine. D'abord avec une structure de recherche qui s'appelle le CIRAD. Et puis ensuite, à mon propre compte, j'avais créé un petit cabinet de conseil basé en Indonésie. J'ai créé d'autres entreprises et associations par la suite. Donc, j'ai travaillé un petit peu en conseil sur des projets de développement agricole, agroforestier, forestier, touristique, portés par des investisseurs publics, privés. Et de plus en plus, je me suis rapprochée des associations. J'ai beaucoup travaillé avec les ONG comme le WWF, le Forest Stewardship Council, etc., etc. Et puis, j'ai eu envie à un moment de rentrer dans mon propre pays. J'ai participé à la création d'une entreprise, à son développement qui s'appelait B-Citizen, qui a été vendue ensuite à une autre super entreprise, Greenflex, qui embauche beaucoup d'agro. Donc, c'est une entreprise qui était assez pionnière sur le conseil en développement durable et sur ce qu'on avait appelé à l'époque l'économie positive, qui serait un petit peu l'équivalent de ce qu'on appelle aujourd'hui l'économie régénérative, à laquelle je crois plus qu'à la sobriété, même si la sobriété en fait partie. Mais j'aime mieux l'idée de dire qu'on va essayer de refaire, de régénérer, plutôt que juste réduire, même si réduire en fait partie pour réduire certaines choses. Suite à ça, pour différentes raisons, je me suis installée à la campagne, dans le Gers, avec ma famille. J'ai eu envie de compléter ma formation initiale agro par une formation en psycho pour essayer de comprendre pourquoi les gens savent ce qu'il faut faire en théorie, notamment sur le climat, par exemple, sur l'écologie, et pourquoi on ne passe pas à l'acte. Je n'ai pas encore la réponse, mais on s'en rapproche. Tous ceux qui l'ont peuvent me téléphoner. En tout cas, ça m'a permis de voir à quel point la systémie qu'on apprend à l'agro, la science des systèmes qui peuvent être agraires, les systèmes de production agricole, les systèmes dans la culture, les systèmes biologiques, les systèmes humains, les systèmes psychiques, tout ça, ça fonctionne de la même manière. Et ça permet de faire une horizontalité entre disciplines qui n'est pas forcément si facile que ça pour les autres ingénieurs. Donc, on a vraiment un truc unique. J'espère que ça vous donnera envie, vous aussi, dans votre parcours, de diversifier votre formation.
Et moi, j'ai fait agro plus psycho. Il y en a qui font agro HEC, agro plein d'autres choses. Hein. On a des chanteurs d'opéra dans notre annuaire, des éleveurs d'éléphants. On peut faire plein de choses en sortant de l'agro. Du coup, j'ai créé une ferme pédagogique dans le Gers, avec de l'agroforesterie dedans notamment, pour essayer de sensibiliser les plus jeunes générations à l'écologie. Et je me suis aperçue que ça passait par tout un travail, en fait, beaucoup plus sur le vivre ensemble, sur l'autonomie, que finalement l'écologie découle de tout ça, que si on ne sait pas vivre ensemble, on ne fera pas d'écologie de toute façon. Ce qui nous amène du coup, puisqu'on parle de vivre ensemble, à AgroParisTech Alumni. Moi, je me suis retrouvée un petit peu par hasard, poussée par des amis à me présenter au conseil d'administration de notre association en 2020. Je rappelle qu'on était en pleine période de confinement, de déconfinement, de redéconfinement. Je me suis retrouvée un petit peu aussi par hasard à me présenter à la présidence. Apparemment, ça répondait à une demande de renouveau. Et c'est intéressant parce que je me suis aperçue que cette association, la présentation extrêmement complète que vous en ont fait, Gaëlle, Justine, Sora, toutes les personnes qui se sont exprimées, elle représente la photographie de ce que l'association est aujourd'hui. Elle ne représente pas ce qu'elle sera demain, parce qu'elle sera demain, ça dépendra des gens qui vont s'en occuper. Voilà. Une association d'alumni, classiquement, dans le passé, on sait ce que c'était, hein, c'était une espèce d'outil de réseautage au profit d'une communauté d'anciens d'une école, dans le cadre de carrières assez linéaires, voilà, où on gravissait les échelons d'une entreprise dans un monde lui-même assez linéaire et prévisible. Je pense que tout ça, ça a explosé. Le monde n'a plus rien de prévisible. On ne sait pas, voilà. Bon, je ne vais pas vous refaire les détails, je crois que l'actualité est parlante. Réseauter entre anciens, mon Dieu, écoutez, s'il s'agit juste de retrouver des adresses de camarades de promo pour faire des soirées ou appeler les uns les autres pour trouver un job, je pense que LinkedIn le fait très bien. Mais ce que LinkedIn ne fait pas, d'abord, LinkedIn, il n'est pas à votre service. LinkedIn, il est au service de ses actionnaires. Vos données lui appartiennent quand vous les lui donnez, alors que nous, on vous l'a bien dit, on fait de la RGPD normalement. LinkedIn, ça n'est pas une association, ça n'est pas un collectif, c'est un outil de communication, c'est tout. Une association, c'est un peu plus que ça. Dedans, il y a une gouvernance, il y a un conseil d'administration, on est élu, ça reste démocratique, ça reste un homme, une femme, une voix. En tout cas, une fois que vous êtes diplômé, il faut quand même avoir terminé son cursus à AgroParisTech pour être adhérent électeur. Ce qui veut dire que, par exemple, en avril l'année prochaine, le conseil d'administration de l'association sera renouvelé. J'espère qu'il y aura beaucoup de candidats avec des beaux projets et que l'association, elle laisse ce qu'en font ses administrateurs et administratrices avec l'équipe de permanents et de permanentes qui travaillent avec nous. Donc, c'est juste un outil, en fait. C'est un outil qui a l'avantage de porter le nom d'AgroParisTech, de porter la représentation officielle des étudiants et diplômés, de porter un lien officiel avec l'école et sa fondation. Hein, c'est une espèce de triptyque comme ça, qui est quand même très officiel, c'est pas rien. Et puis après, on en fait ce qu'on veut. Et nous, depuis qu'on a été élus en 2020, on s'est dit que ce serait intéressant de faire encore plus de cette association un outil, non pas au service finalement des agros eux-mêmes, mais plutôt pour aider à mettre les agros au service en fait, de répondre à des questions qui se simplifient de plus en plus. Hein. Les questions, c'était la transition agricole, écologique, alimentaire. Maintenant, je pense que la question, c'est OK, est-ce qu'on aura de quoi se chauffer cet hiver? Est-ce qu'on aura de quoi manger dans 5 ans? Est-ce qu'on aura une température vivable dans 10 ans? Ça devient de plus en plus simple, ces questions, et c'est de plus en plus inquiétant. Donc, l'idée, je pense que l'association, aujourd'hui, elle est surtout pour aider à mettre les agros ensemble au service de ces questions. Je pense qu'en plus, par rapport au service carrière, il y a de plus en plus de gens à toutes les étapes de leur carrière, hein, de 20 à 60 ans, qui ont envie de se reconvertir dans des métiers porteurs de sens. Donc, vraiment, AgroParisTech Alumni, c'est parfait pour ça. Moi, personnellement, j'ai trouvé un bel outil à titre personnel, et je pense que les membres du conseil aussi, pour mettre en œuvre les valeurs que j'avais déjà déployées dans ma carrière. Hein. C'est une continuation quelque part. La solidarité, on l'a beaucoup développée. Gaëlle vous en a parlé, elle vous en reparlera, et Soa aussi, quand vous voudrez. Solidarité pendant le Covid, hein, on a dépanné des étudiants qui, là aussi, ne savaient pas forcément ce qu'ils allaient manger le soir même. On a créé une cotisation solidaire accessible à tous.
Le bénévolat, c'est important. Personnellement, quand j'ai rejoint AgroParisTech Alumni, ma vie personnelle fait que j'avais mis un petit peu entre parenthèses ma carrière pendant 3 ans. Je m'étais un peu éloignée des sujets agro. Ayant fait une grosse partie de ma carrière dans des pays très exotiques ou dans le sud-ouest à la campagne, alors là, j'avais plus du tout de réseau. Alors, pas le réseau Internet, c'est massacré. J'avais plus de réseau en termes de carnet d'adresses, de contacts. Et finalement, on s'aperçoit que devenir bénévole dans une association comme ça, aider les autres, c'est s'aider soi-même aussi. Parce que du coup, tiens, on reprend des contacts, on peut faire des très, très beaux projets. Il y a vraiment de quoi s'éclater dans une asso comme ça, avec les étudiants. Et puis ensuite, en tant que jeune, moins jeune, ou très vieux diplômé, peu importe, il y a tout à faire. Voilà, je ne sais pas si j'ai abordé à peu près tout. Il me semble que oui. Après, je peux essayer de préempter certaines questions. Par exemple, est-ce que c'est de la faute des alumni si vous vous retrouvez à Saclay sans transport, sans logement et parfois sans Internet? Bon, peut-être pas. En tout cas, quelle que soit la participation que les alumni aient pu avoir dans des décisions du passé, une fois de plus, ce qui compte, c'est ce que fera le conseil d'administration à partir de maintenant. Et donc, ça dépend aussi de vous. Voilà. Et nous, en tout cas, on est là pour aider tout ce qui ne fonctionne pas. On a fait construire une résidence pour les étudiants. On a des modules de petites annonces et de solidarité. On sait que c'est très difficile en ce moment l'installation à Saclay pour les étudiants, pour les personnels. On est juste là pour aider et proposer un outil pour vous aider. Et en ce qui concerne la deuxième question, est-ce que c'est de la faute des alumni si on n'a plus Grignon? Eh bien, d'abord, on a encore Grignon. Grignon est toujours la propriété de l'État. Et les alumni, avec l'école et la fondation, ont bien l'intention de se mobiliser, comme on l'a déjà fait, pas toujours de manière visible, ce n'était pas forcément notre truc, pour que Grignon reste au service de nos missions. On a obtenu il y a 1 an une lettre du ministre de l'Agriculture dans ce sens et on compte bien continuer à agir là-dessus. Et là encore, tous les gens que ça intéresse, si vous voulez que ça se fasse, il faut venir avec nous. Voilà. Merci Anne. Du coup, je pense qu'on va passer la parole. Peut-être qu'il y en a un qui est volontaire parmi les alumni qui a envie de prendre la parole en premier, ou sinon je désignerai le coupable. Nicolas. Ouais, j'allais dire, je veux bien au lieu de désigner un coupable, mais est-ce que vous m'entendez bien déjà? Oui. Super, c'est parfait. Bonsoir à toutes et à tous, ravi d'être là, même si évidemment on aurait préféré en présentiel comme Gaël l'a dit, mais c'est mieux que rien et on sait qu'on se reverra en vrai certainement, incessamment sous peu même. Donc pour me présenter rapidement, je suis donc APT 191, alors pour la version non officielle, pour la version officielle c'est APT 2016, parce que je suis rentré en 2016 à l'agro, je suis sorti en 2019, je n'ai pas fait de césure, j'ai fait 2A apprenti et 3A apprenti. Ça me permet de faire une première parenthèse, c'est que les 1A qui nous écoutent, pensez-y si vous pensez qu'aller dans une entreprise un peu plus vite que prévu, ça peut vous apporter. Alors, je sais bien que pas faire de césure, ça peut être embêtant aussi. Il y a des plus, il y a des moins, mais juste déjà, voilà, le fait que l'apprentissage existe depuis quasiment 40 ans à l'agro, c'est une chance. Que vous puissiez le rejoindre en 2A, c'est une autre chance. Voilà, il faut juste savoir que ça existe et après, vous poserez les plus et les moins, je pense, avec les gens qui pourront vous aiguiller là-dessus. Vous connaissez dans les promos d'au-dessus de vous. Donc j'ai fait une alternance en logistique chez une grande coop agricole qui s'appelle Terrena dans l'ouest de la France, ce qui m'a emmené assez naturellement vers l'aspect JIP en dernière année. Vous la connaissez peut-être pas. C'est l'une des 2 spécialisations un peu typée école de commerce qui est à l'agro. Ça me permet d'ouvrir une deuxième parenthèse, c'est que particulièrement en 3 ans, entre guillemets, vous avez des possibilités qui sont assez fabuleuses à l'agro ou en dehors, comme Anne en parlait. Donc, n'hésitez surtout pas aussi à nous solliciter, même pour les 2A et les domaines d'ailleurs, mais peut-être plus en 3 ans encore, si vous avez des questions vraiment sur ce qui vous attend. Et après l'agro, j'ai fait du conseil en management, organisation dans tous les secteurs. Je suis sorti un petit peu de ma zone de confort que l'agro m'avait amené. C'était totalement volontaire de ma part. Alors, ça n'a pas loupé, j'ai atterri dans le milieu de la finance à la défense, en costard et tous les clichés qui vont avec. Je ne regrette pas du tout, ça m'a vraiment apporté beaucoup et ça m'a sorti d'une certaine zone de confort. Par contre, je suis très vite revenu au sujet des agros, donc le vivant, la gestion des écosystèmes, le carbone aussi en particulier, parce que je pense que c'est intrinsèque
pour beaucoup d'entre nous et que quand on y sort, on apprend beaucoup de choses, mais on y revient plus fort, mais on y revient pour une bonne partie aussi. Et donc, je fais du conseil maintenant, enfin toujours du conseil, mais que en développement durable, dans un cabinet qui s'appelle Greenflex, que Anne connaît très bien, parce qu'elle a cofondé BeCitizen, qui a notamment donné Greenflex. Voilà. En 2000, BeCitizen, donc plus que précurseur, un peu trop en avance peut-être même d'ailleurs, enfin, c'est malheureux à dire, mais ça doit faire 20 ans que tu hurles dans le vide. Anne, je compatis. Moi, ça fait 3 ans et j'en ai marre déjà. Donc concrètement, je fais quoi? On fait, enfin, c'est pas que moi, mes collègues agro aussi, on fait des stratégies bas carbone ou des stratégies de biodiversité pour des clients de l'agroalimentaire ou de l'agriculture plus spécifiquement. Et ça donne beaucoup plus de sens à ce que je fais, honnêtement. Anne en a parlé, c'est quelque chose qui est important pour nous. Voilà, donc à votre disposition pour échanger sur ces métiers-là plus spécifiquement. J'aurai le plaisir d'être jeudi au Quai Voltaire pour parler RSE, comme Gaëlle l'a mentionné. Donc, n'hésitez pas aussi à venir jeudi pour parler au-delà du carbone et la biodiversité, des enjeux sociaux, sociétaux des entreprises. On a une place à part là-dedans, nous autres agros, et un devoir même presque, j'ai envie de dire. Alors, c'est pas un devoir obligatoire, mais quand même. Je préfère, disons, je vais sortir les termes, mais bifurquer que déserter, mais chacun est libre de faire ce qu'il veut, hein, bien sûr, mais moi, je préfère encore, jusqu'à preuve du contraire, plutôt bifurquer que déserter. Voilà, quoi dire d'autre. Vous avez en fait un réseau d'anciens qui est assez énorme. On a vu les chiffres tout à l'heure du nombre d'anciens, c'est assez impressionnant. Mais au-delà de ça, enfin, c'est pas qu'une question de quantité, c'est une question de qualité aussi. Vous avez vraiment un peu, honnêtement, presque une famille à votre disposition. C'est comme ça que je le vois, on est beaucoup à être d'accord. On a parlé de maison tout à l'heure pour le Quai Voltaire et le terme n'est pas trop fort en fait. Et les familles non plus, je pense. Hein. Enfin, on est vraiment là pour se serrer les coudes, pour s'entraider. Et donc, le message à retenir, c'est qu'on a beaucoup à vous apporter. Vous avez beaucoup à nous apporter aussi. Et donc, juste échangeons ensemble, en résumé. Merci, Nicolas. Est-ce que, donc oui, n'oubliez pas que si vous en voulez encore du Nicolas, il sera là jeudi à la maison. Et du coup, est-ce qu'il y a l'un d'entre vous parmi les alumni qui souhaite, juste en désactivant son micro, je verrai le premier. Et voilà, David. Je crois que c'est moi. Vous m'entendez bien? Oui, très bien. Parfait. Alors, ça va être un petit peu le grand écart parce qu'il y a beaucoup de manières de nourrir les gens, effectivement. Il y a beaucoup de gens à nourrir. Moi, je le fais, mais via le groupe Carrefour. Donc, ce n'est pas forcément la voie auquel la majorité d'entre vous ont pensé ce matin. Moi, je suis passé en fait par l'ENSIA à Massy à l'époque. J'y étais de 1994 à 1997. J'ai 49 ans et 2 enfants. Et j'avais une volonté de travailler dans l'alimentaire dès la prépa. Donc, j'avais cette volonté de travailler d'une manière ou d'une autre à bosser sur l'alimentaire. Donc, l'ENSIA Massy, pour le coup, était une voie assez classique à l'époque. C'est une partie d'AgroParisTech aujourd'hui et j'en suis ravi. J'ai fait mon service militaire parce que ça se faisait à l'époque. J'ai fait ça au bureau des achats alimentaires de la région aérienne Nord-Est. Donc, j'étais déjà un petit peu dans les achats. Et puis, grâce à… Alors, là où les réseaux sont importants, à l'époque, j'ai fait mon service militaire parce que dans ma promo, j'avais quelqu'un qui était lieutenant dans l'armée de l'air, qui nous avait rejoint en 2e année. Donc, ça m'a permis de faire un service militaire intéressant. Derrière, j'ai été recruté par une petite enseigne de supermarché qui s'appelait Stock, qui a rapidement été rachetée en 1 mois par Carrefour. Et là encore, c'était un ancien élève de l'école qui, à la fois, m'a coaché la veille pour le rendez-vous et puis m'avait fait suivre l'annonce. Donc, c'est pour ça qu'en 1998, je suis rentré par la petite porte dans le groupe Carrefour parce que ce n'était pas encore Carrefour, mais j'ai réussi à mettre ce pied à l'étrier. À l'époque, moi, en 1998, je voulais être chef de produit pour développer des produits à marque distributeur en plat cuisiné traiteur. Donc, vous voyez, j'avais une vision un peu… Voilà, c'était ce que je voulais faire. Je me suis retrouvé à être recruté comme assistant acheteur sur la charcuterie, puis sur les fruits et légumes. J'ai fait 1 à 2 ans de période de découverte de la distribution. Pendant 3 ans, je me suis retrouvé manager marketing à travailler sur l'assortiment, la promotion de 1000 supermarchés, puis de supermarchés et d'hypermarchés
Et je me suis retrouvé à travailler sur la droguerie et l'hygiène. Donc, je travaillais sur les promotions de lessive et je choisissais les assortiments d'hygiène féminine qui étaient dans les 1000 magasins en France. Donc voilà, quand on est agro, on n'a pas forcément prévu ça, mais il se trouve que c'est le marché quasiment le plus intéressant que j'ai croisé dans ma carrière. Et pour information au sens large, ça s'appelle le food. Donc c'est considéré comme de l'alimentaire, c'est produits de droguerie et hygiène, parce que c'est les mêmes logiques industrielles tout simplement. Derrière ça, j'ai fait 5 ans où j'étais chef de produit marque Carrefour. Donc, je développais des produits Carrefour en surgelé puis en traiteur. Donc, voilà, j'ai mis quand même 8 ans avant d'être chef de produit sur les plats cuisine traiteurs comme je le voulais. Ça, je pense que c'est important de savoir aussi maturer soi-même son évolution et son expérience. Donc, 5 ans en marque distributeur, 4 ans méchant acheteur sur les grandes marques. Je négociais sur les produits bébés et puis le dentaire. Donc, il y avait un quart des produits Pampers, Signal ou Colgate qui étaient achetés en France par les clients qui étaient dans mon périmètre d'achat, qui étaient achetés par moi. Et ça m'a permis d'atteindre ce que je fais depuis les 10 dernières années, à savoir que je suis directeur de catégorie chez Carrefour, donc je suis directeur achat et développement. Alors, suivant mes postes, j'ai eu des périmètres qui permettaient de gérer entre 500 000 euros et 1 million d'euros à l'achat, entre 4 et 10 personnes à gérer, aussi bien sur les grandes marques ou sur la marque nationale. Aujourd'hui, je travaille sur l'épicerie salée. Je suis responsable de tous les produits Carrefour en épicerie salée, alors que ce soit l'huile et la moutarde dont on a beaucoup parlé ces dernières années, mais aussi, bien sûr, les plats cuisinés, les sauces, les aides à la pâtisserie, les pâtes, beaucoup de choses qui sont en lien toujours avec de l'alimentaire. Alors, moi, mon message aujourd'hui, parce que je trouvais très intéressant ce qui a été dit sur l'analyse systémique et des systèmes. Ce que vous apprenez aujourd'hui à AgroParisTech sur les systèmes, c'est ce qui vous permettra de gérer énormément de choses et souvent mieux que d'autres ingénieurs. L'analyse des systèmes aujourd'hui, elle s'applique aussi bien en RH qu'en organisation d'entreprise et c'est hyper efficient. Donc, c'est un vrai avantage pour vous d'avoir ça dans l'ADN avec les années que vous allez passer sur AgroParisTech. Mon message aujourd'hui, c'est de rester ouvert sur ce que vous allez faire demain et sur les expériences que vous allez vous faire. Je pense que ça fait 20 ans que j'interviens en 3e année pendant 3 heures sur un cours anciennement à Claude Bernard et bientôt à Saclay. Je me rends compte qu'il y a beaucoup d'homogénéité dans ce que veulent faire les étudiants au démarrage de leurs études. Et la réalité, c'est que même si vous êtes 80% à vouloir aller dans un secteur, il y en a peut-être que 10% qui rentrent dans ce secteur-là. Il ne faut pas négliger la chance qu'auront les autres de découvrir d'autres choses. Alors bien sûr, Carrefour, je sais que personne s'est levé ce matin en disant « je vais bosser chez Carrefour ». Ça reste le premier employeur privé de France avec plein de possibilités, beaucoup de travail sur le RSE, beaucoup de possibilités sur les VIE, des postes en achat, en qualité. Il y a plein de gens de votre promo qui sont responsables de votre école, qui sont responsables qualité chez nous. Il y a des gens de votre promo qui seront chez Carrefour, donc c'est important. Soyez hyper ouverts sur ce que vous allez apprendre sur ces 3 ans et derrière. Encore une fois, quand on m'a proposé de travailler sur la droguerie et l'hygiène, en étant passionné d'alimentaire, ça m'a perturbé. Et puis finalement, ça m'a appris et je suis plus que ravi d'être passé par là. Donc, ne négligez pas la variété des métiers passionnants que vous n'imaginez pas encore, mais que vous pouvez atteindre avec votre formation. Voilà. Merci David. Est-ce qu'il y a, pareil, on va jouer avec le coup des micros. Le premier qui désactive son micro a gagné la parole. Ou alors, si ça ne marche pas, je désigne le coupable. Véronique, la première. Alors, j'espère que vous arriverez à me voir parce que je suis en voiture. Donc, voilà. Bah, on espère que tu ne conduis pas, Véronique. Non, je ne conduis pas. D'accord. Sur une aire. Voilà. Bah, écoutez, bonjour à vous tous et toutes.
Donc, Véronique Fontenheim, moi, je suis de la promo 84, donc je suis peut-être la plus vieille. Hein. Voilà, j'ai 57 ans et j'ai 3 enfants, donc des grands-enfants aujourd'hui, qui sont, voilà, qui la dernière est dans le même type et pas dans le même cursus, mais voilà, est universitaire. Et donc, moi, j'ai un parcours où j'ai fait aussi l'ESSEC, hein, et donc j'ai toujours été passionnée en fait d'alimentation. Voilà. Donc, c'est vraiment pour ça aussi que je suis rentrée à l'agro. Et donc, j'ai fait l'ESSEC en management des industries agroalimentaires en plus. Donc, comme on disait, effectivement, les doubles cursus, hein, je crois que c'est Anne qui en parlait tout à l'heure. Donc, voilà, c'est un classique. Et je l'ai fait un peu par hasard parce qu'effectivement, je suis sortie très jeune de l'agro. Moi, je suis sortie, j'avais 21 ans et du coup, à l'époque, on me reprochait d'être trop jeune. Donc, je me suis dit, ben, quitte à aller, voilà. Il n'y avait pas la césure, hein, possibilité de césure à l'époque. Donc, je suis partie faire une formation voilà, dont j'avais envie. Derrière, je suis rentrée chez Nestlé où j'ai fait 25 ans. J'étais rentrée pour y faire 5 ans en me disant, je vais être formée. Et en fait, j'y suis restée 25 ans où j'ai eu beaucoup de postes en finance au démarrage. Puis après, j'ai eu une carrière d'industriel. Donc, voilà, de production, de directeur d'usine. Et puis après, je suis passée dans la direction qualité, hygiène, sécurité, environnement, un peu par hasard. Et donc là, j'ai découvert le monde de la RSE. Donc, c'était 2005, donc c'était les démarrages dans les industries. Et dans l'eau, c'était particulièrement prégnant puisque effectivement, on a une vraie difficulté. C'était aussi ça le lien avec la ressource en eau qui doit être voilà, de parfaite qualité. Et donc, derrière des postes de DG dans des petites filiales. Puis, j'ai commencé à gérer beaucoup de transformations dans ce cadre-là. Et puis après, j'ai eu donc de la transformation un peu moins sympa en ayant des plans de sociaux à faire. Donc, sur un gros site voilà, qui est dans l'est de la France, qui fait Vitel contre Aix-et-Pars. Et puis, juste dernier poste chez Nestlé, j'ai été en charge voilà, de glace et surgelé. Et en 2013, j'ai fait le choix de retrouver un monde qui était un peu différent. Donc, je suis sortie d'une grosse multinationale pour aller chez Sodial. Et j'ai découvert le monde de la coopération. Et ça correspondait aussi à des aspirations que j'avais à ce moment-là, de pouvoir retrouver en fait la proximité avec l'actionnaire. Parce qu'effectivement, la particularité du monde coopératif, hein, c'est en fait, les actionnaires sont nos agriculteurs. Voilà. Et je pense que quand on vient de l'agro, ça fait partie voilà, des endroits où on retrouve du coup la proximité avec le monde du vivant. Et donc, j'ai été directrice QHSE et RSE, donc du groupe Sodial, qui est la première coopérative laitière française, qui en fait, pour les marques, c'est Candia, c'est Entremont, voilà. Donc, et puis aussi beaucoup de ce qu'on appelle du B2B. Donc, on livre à des industriels. Et effectivement, on était sur les 3/4 de la France, hein, les 80% de la France. Et en plus, on faisait beaucoup d'exports en Chine. Donc, j'ai eu l'occasion en fait, de beaucoup voyager en Chine, puisqu'on était le premier exportateur de produits laitiers en Chine, à l'époque français. Donc, avec 4 fois par an, j'allais en Chine voilà, pour travailler avec nos clients chinois et les administrations et de comprendre un peu voilà. Quand on parle de systémique aussi, on a, je pense, cette capacité à comprendre aussi d'autres cultures parce qu'effectivement, on fait un peu le tour des différentes parties prenantes. Et puis après, je suis passée chez un distributeur de RHF voilà, pour reprendre leur partie industrielle qui s'appelle Cisco, donc, qui livre la restauration. Et jusqu'à cet été, j'étais chez Intermarché en charge, en fait, directrice générale des activités boissons, qu'elles soient non alcoolisées, vin, champagne et aussi tout ce qui est produits laitiers et glaces. Donc, j'étais du côté pôle industriel d'Intermarché. Et puis, depuis donc, le 30 août, je suis directrice générale d'une grosse coopérative laitière, céréalière française qui s'appelle Vivesia. Donc, ça fait, moi, j'ai la partie COP, donc c'est l'amont, et ça fait à peu près 1,4 milliard de chiffre d'affaires. Et j'ai avec des marques un peu prestigieuses qui s'appellent Francine, voilà, entre autres, voilà, et puis Délicelle. Moi, ce que m'a apporté l'agro, donc j'ai eu la chance de participer à des groupes, par exemple agro au féminin. On avait beaucoup retravaillé sur tous les sujets d'administrateurs, etc. Hein, il y a quelques années. Et puis à agro dirigeant. Donc, où là, comme j'étais un peu en transition pendant quelques mois, où effectivement, j'ai beaucoup voilà, échangé avec les uns et les autres. Ce n'est pas par les associations que j'ai trouvé mes jobs, mais c'est par le réseau. Donc, indirectement, je sais que le réseau, il fonctionne voilà, toujours très bien.
et j'ai pas mal aidé aussi d'autres alumni, par mon carnet d'adresses que je commence à avoir dans les différents échanges. Mais c'est vraiment une vraie… Je ne comprenais pas quand j'étais à l'agro, je ne voyais pas l'intérêt. Et c'est au fil de ma carrière que j'ai compris qu'effectivement, les alumni, il y avait un vrai intérêt aussi pour partager sur un certain nombre de sujets. Merci Véronique. Merci beaucoup, c'était très intéressant. Je pense que tu avais fini. Oui. Tout à fait. Ok, super. Alors, vu que Claude était quasi ex aequo avec Véronique, je lui propose de prendre la parole. Après, ça sera Aude qui, j'ai vu, a très envie de parler. Bonsoir, j'espère que vous m'entendez. Oui, très bien. Très bien. Écoutez, je voudrais donner une satisfaction à Véronique parce qu'en fait, elle pensait que c'était la plus âgée du groupe, pas du tout, puisque moi, je suis sorti de l'ENTIA en 1979. Et effectivement, aujourd'hui, j'ai un peu plus de temps pour faire les choses. Et c'est vrai que si je pouvais tout de suite en introduction vous dire que le rôle d'une association d'anciens élèves, c'est important, je vous le dis et je vous le redis, on ne sait pas à quel point on en a besoin, surtout dans les premières années. Et c'est vrai que quand on peut, sur la fin de sa carrière, redonner ce qu'on nous a apporté, je pense que c'est un rôle important. Moi, j'ai fait Massy aussi, et Douai d'ailleurs. Et ma spécialité, c'était sucrerie, distillerie, et brasserie et produits laitiers. Et ça m'a valu d'ailleurs mon premier poste qui m'est venu tout simplement par le professeur de distillerie qui à l'époque était également consultant auprès des entreprises. Ça, c'est un rôle, je pense, très important dans le rapprochement entre professeurs et entreprises. Ça m'a valu de travailler dans une distillerie de rhum en Guadeloupe pendant 2 ans. Et hormis la dégustation qui était un acte très difficile, je crois que ce qu'on apprend le plus quand on se trouve dans cette situation-là, au milieu des cannes à sucre, tout seul, c'est à se débrouiller et à être autonome. Et pour les premières expériences, alors c'est pas l'étranger, mais se retrouver tout seul et devoir faire des choses, je pense que c'est bien. Ensuite, encore par l'intermédiaire des anciens élèves, je me suis retrouvé dans une société de jus de fruits, ce qui allait bien à la suite du rhum en fait. Une société de jus de fruits qui s'appelle Pampril en Normandie. Et tout simplement, je pense, parce que le président de l'époque était un ancien ENSIA et recherché pour un poste de directeur adjoint dans une usine, il recherchait un ENSIA. Et ça, même si l'annonce passait par des voies de parution dans les journaux, il y avait quand même un privilège qui était accordé à un ENSIA qui se présentait. Donc là aussi, je pense que c'est important. Qu'est-ce que ça m'a appris, ce passage-là? C'était un peu plus délicat parce que ça m'a appris énormément, à part la production industrielle de la préparation des jus de fruits et des boissons aux fruits. J'ai beaucoup appris sur la gestion sociale, sur les syndicats, sur les grèves, sur un peu tout ce que vous voyez aujourd'hui avec ce qui se passe dans les sociétés pétrolières. Là. J'étais un peu dedans, mais dans le jus de fruits. Et ça m'a été très utile après parce que tout à l'heure, j'entendais changer d'orientation, bifurquer. Effectivement, j'ai bifurqué après parce que je voulais plus être en production et j'ai bifurqué dans une activité complètement différente qui est le catering aérien. Alors, pour ceux qui ne connaîtraient pas le catering aérien, c'est tout simplement la restauration à bord des avions. Ce qui m'intéressait énormément parce que j'ai toujours apprécié la restauration et j'y avais fait pas mal de stages. Et là, je rentrais dans un groupe américain qui s'était installé en France, qui s'appelait le groupe Marriott, qui est plus connu aujourd'hui pour les hôtels, qui me permettait à la fois d'avoir une expérience, on va dire, internationale, tout en restant en France, et pour avoir une vie familiale plus comblée. Et là, j'ai eu un développement de carrière de jeunes cadres dans tous ces groupes américains où on vous fait tourner d'un poste à l'autre de manière très rapide et très régulière, où j'ai fait des achats, de l'approvisionnement, de la maintenance de véhicules, de la maintenance de bâtiments, de la construction, de l'hygiène et de la qualité, de la sécurité, et même de la production alimentaire. Je me suis retrouvé à 31 ou 32 ans, patron d'une cuisine de 250 personnes, dont 100 cuisiniers,
Et je peux vous assurer que ce n'est pas de la tarte. Ils ont du caractère. Mais ça m'a aussi valu le coup de pouvoir faire un premier développement à l'international parce que j'ai une position de directeur ingénierie sur l'Europe, Europe qui incluait la Russie d'ailleurs à cette époque. Et ce qui ce qui m'a permis en fait de retourner sur des portes d'exploitation qui ne m'avaient plus plu une dizaine d'années auparavant. J'ai été directeur d'exploitation en France sur 600 personnes et puis j'ai même fait de la direction générale en Angleterre et puis en Espagne. Parce qu'il y a des moments dans la vie où on commence à être assez mature pour pouvoir l'assumer, je pense. Et là, c'est des choses qui arrivent aussi dans la vie, c'est que les changements d'organisation à haut niveau dans les groupes font parfois que vous n'êtes plus dans la ligne des gens avec qui on entrevoit le futur de l'avenir, le futur de l'entreprise. Et c'est ce qui m'a valu, d'être parti dans ce qu'on appelle une charrette à l'époque de cette position-là, alors que j'avais un poste élevé. Et deux, tout simplement de trouver une autre position. Ça n'a pas été difficile parce que je suis allé simplement à la porte d'en face dans un groupe qui s'appelle Cervère, qui est une filiale d'Air France, qui est le plus gros casting aérien de France et surtout de Roissy aujourd'hui. Où là, directement, on m'a mis en situation de patron d'exploitation d'établissement. Le premier faisait 1200 salariés, le deuxième en a fait 2500. Et c'est là où tout ce que j'avais appris dans la proximité des gens m'a été utile pour remettre en place une gestion sociale constructive et positive auprès de gens qui avaient en fait un gros défaut, c'est qu'ils ne connaissaient pas leurs clients. En fait, quand vous êtes dans une cuisine et que vous préparez des repas et qui sont livrés à bord des avions, vous ne voyez jamais les passagers qui le consomment. Et ça, je pense que c'est très difficile en termes de culture d'entreprise pour faire valoir une motivation des salariés. Et puis, le client principal, c'était Air France. Et là, ça donne une assurance. C'est un peu comme le pétrole vendu aujourd'hui. Tout le pétrole qui est vendu, on sait qu'il va partir. Donc, il n'y a pas cette notion de risque d'entreprise qui pourrait perdre des marchés ou pas. Ceux qui distillent le pétrole aujourd'hui, ils sont sûrs que le pétrole sera vendu. Et donc, ça crée un climat d'entreprise qu'il faut savoir reprendre en main avec des grandes ambitions, avec des projets. Alors moi, à l'époque, c'était la certification qualité, par exemple, parce que ça plaît aux gens. Les salariés sont satisfaits lorsqu'ils savent qu'ils font bien quelque chose et qu'ils font bien leur travail et qu'on leur donne de la reconnaissance. Et ça a marché. Les deux centres qui étaient vraiment en situation sociale difficile, je les ai retournés en 3 ans chacun. Alors ça demande de l'énergie, de la conviction, du temps et des discussions, mais c'est des choses qu'on arrive à faire. Ensuite, j'ai fait de la méthode parce que j'avais une spécialité sur les méthodes américaines. Je ne sais pas si vous avez un peu rencontré ça, mais c'est ce qu'on appelle les réductions de temps de cycle. Elles sont plus connues aux États-Unis ou chez Toyota. C'est quelque chose d'assez efficace. J'ai fait ça pendant 4 ans pour mettre en place cette méthode. Et puis, je suis reparti dans l'exploitation et la gestion d'entreprise. Mais là, je voulais aller dans du moins classique. Je voulais faire de la diversification. Et dans la restauration à bord des avions, on a eu des moments de création et de spécialisation. On avait créé des cuisines à spécialité régionale et religieuse. Par exemple, cuisine chinoise. Ça, c'est super sympa. Cuisine cachère, ça aussi, c'est intéressant d'aller discuter avec des rabbins. Et cuisine halal aussi, forcément pas tout au même endroit. Et j'ai développé aussi d'autres services, notamment quelque chose qui a vraiment du sens, c'est l'assistance aux passagers handicapés pris en charge dans les aérogares pour les apporter jusqu'aux avions. Les ventes à bord aussi. Vous savez, tous ces produits duty-free qu'on vend à bord des avions, on n'imagine pas derrière toute la logistique et la structure qu'il y a. Je me suis aussi occupé de créer des salons pour les passagers classe affaires. Alors, quand on est jeune, on ne sait pas encore ce que c'est un passager classe affaires, mais
En fait, c'est quelqu'un qu'il faut soigner de près parce que hum, non seulement il paye beaucoup plus cher qu'un passager classe économique, mais en plus, il est fidèle et il revient. Et c'est ça qui est important. Et ben, évidemment, comme j'ai pas mal d'expérience, j'ai encore un peu de temps, mais je me suis occupé de la gestion des filiales sur l'Asie et les Antilles. Et moi aussi, j'ai beaucoup voyagé en Chine, notamment à Macao et à Guangzhou, enfin à Canton, et aux Antilles de l'autre côté. Et là, ça commençait à faire des participations au conseil d'administration, à gérer avec des partenaires, à comprendre que même à haut niveau, quand vous êtes à la tête d'une entreprise, ben, il faut savoir partager avec les autres. Et au bout de 2 ans d'Asie-Antilles, ben, on m'a confié le portefeuille Afrique. Et c'est dans le groupe Server, le portefeuille Afrique, c'est gros, c'est 17 pays, c'est 3500 salariés. Et puis, vous passez votre temps d'avion à l'aéroport, en hôtel, en catering. Et puis, c'est passionnant. L'Afrique, je pense qu'il faut apprendre à la connaître. L'Afrique n'est pas un pays, l'Afrique, c'est un continent. L'Afrique, c'est plein de gens différents qui ne se connaissent pas forcément tous les uns des autres. Il faut comprendre leurs problématiques internes. C'est un continent où il y a plein de choses à faire. Et là, je m'étais plutôt orienté vers les activités de diversification plutôt que du catering. Et alors, on m'avait chargé de développer une franchise. Alors, je vais peut-être en faire sauter quelqu'un au plafond, mais une franchise de restaurant Burger King en Afrique. Et effectivement, en 2 ans, j'en ai ouvert 15 dans 3 pays différents, le Kenya, le Ghana et la Côte d'Ivoire. Alors, qu'est-ce que je fais aujourd'hui? Parce qu'effectivement, moi, aujourd'hui, je suis retiré des activités exécutives. Et quand on arrive à conserver des bonnes relations avec son entreprise, eh bien, on se voit confier d'autres missions. Et là, aujourd'hui, je suis consultant et conseiller à temps partiel, parce qu'il faut quand même savoir profiter du bon temps, pour les sociétés d'assistance aéroportuaire, c'est-à-dire toutes les entreprises qui sont au sol autour de l'avion ou à l'intérieur des aérogares et qui s'occupent des passagers. Vous savez, la personne qui fait les signes à l'avion pour qu'il vienne se positionner au bon endroit, les transporteurs de bagages. Et à l'intérieur de cette association, on s'occupe plus particulièrement de la transition énergétique de tous nos engins aéroportuaires qui tournaient forcément pour beaucoup dans le diesel et qui aujourd'hui, malgré la crise économique, malgré le bashing qu'on a sur l'aviation, on est arrivé à avoir quasiment 40% de nos engins au sol qui tournent aujourd'hui à l'électrique. Et puis, je m'occupe de sécurité du travail. Pourquoi je suis avec vous ce soir? Tout simplement parce que j'ai pris l'habitude sur ma fin de carrière de donner un cours. Je faisais une intervention sur le catering aérien et sur la gestion des crises dans une UV plutôt agroalimentaire. Et j'assistais beaucoup sur des rôles de management à l'intérieur de la gestion des crises qui permettent justement aux entreprises de pouvoir rebondir dans les situations difficiles. Voilà un petit peu, j'espère que je n'ai pas été trop long. Merci Claude. Du coup, il reste 2 alumni et on laisse l'honneur à Aude et ça sera le tour de Nicolas ensuite, Nicolas Viard. Mais à Aude. Bonjour à tous, donc merci de m'accueillir aujourd'hui. Pour ma part, j'ai intégré AgroParisTech donc en 2010, c'était la première année de la fusion des différentes écoles. Et moi, ce que j'avais plutôt apprécié en prépa, finalement, c'était les maths, la physique, la chimie, pas tellement la bio. Donc, ce qui m'a attiré plutôt dans les cours à l'agro, c'est tout ce qui tournait autour de l'industrie. Donc, en deuxième année, j'ai pris l'option nutrition santé et en dernière année, l'option CDP, donc conception et développement de produits. Et j'avais fait mes différents stages donc chez Danone et chez le groupe Bell, donc plutôt industrie agroalimentaire au départ. J'avais pas fait de césure à l'époque parce que je voulais faire une thèse après l'agro et donc je voulais pas ajouter des années en plus des années de thèse qu'il y aurait ensuite.
Et la thèse, je l'ai faite donc à Centrale Paris, qui est maintenant Centrale Supélec, en génie des procédés, pour avoir vraiment une double compétence plus produit avec l'agro et procédé avec la thèse, et avoir voilà, un parcours un peu plus complet. Donc après ma thèse, j'ai été recrutée chez le groupe Bell. Donc finalement, c'est là où j'avais fait mon stage de fin d'études et donc ils me connaissaient. Donc ça montre déjà un premier point sur la force du réseau. J'ai travaillé 9 mois chez Bell, donc c'était un contrat et un contexte un peu particulier. Et donc j'ai quitté après 9 mois Bell pour rejoindre Air Liquide, donc qui est un des leaders mondiaux des gaz, que ce soit pour l'industrie ou la santé. Et donc j'ai rejoint Air Liquide en premier poste en tant qu'ingénieur recherche et développement, où je travaillais sur le développement du biogaz. Donc pour ceux d'entre vous qui ne le savent pas, c'est le gaz qui est produit à partir de la fermentation de déchets. Donc il y a voilà, tout un côté économie circulaire qui est important. Et ça a été une expérience hyper enrichissante puisque finalement, c'est là où j'ai pu regrouper mon expérience à la fois plutôt bio de l'agro, le côté plus procédé de ma thèse et voilà, et m'épanouir au sein du groupe Air Liquide où j'ai eu pas mal d'opportunités de faire différentes choses. J'ai été notamment campus ambassadeur, donc je faisais le lien entre le groupe Air Liquide et AgroParisTech. Donc pour ça, je participais à des événements comme celui-ci, j'organisais des conférences, j'allais au Forum Vitae. J'ai aussi pu donner des cours donc dans différentes écoles et notamment à un master commun central agro. Et par ce biais-là, j'ai recruté quelques stagiaires d'ailleurs. Donc ça montre aussi voilà, la force du réseau et des intervenants que vous avez en cours finalement, surtout en dernière année, il y a beaucoup d'intervenants entreprises et ces personnes-là voilà, peuvent derrière vous recruter en stage ou en poste. Et donc j'ai passé 3 ans et demi en tant qu'ingénieur R&D et ça fait un peu plus d'1 an maintenant que j'ai changé de poste au sein du groupe Air Liquide. Et où j'ai rejoint Air Liquide Santé France, donc qui est une filiale plus opérationnelle. C'est la filiale qui livre les hôpitaux en France en gaz. Pendant le Covid, on a notamment eu beaucoup de travail pour livrer tous les hôpitaux en oxygène, et pas que en oxygène d'ailleurs, d'autres gaz qui étaient importants dans les traitements du Covid. Et chez Air Liquide Santé France, donc je suis responsable du bureau d'études. Donc, j'ai une équipe de 5 personnes qui vont faire tout ce qui est dimensionnement et planification des chantiers pour toutes les installations de production ou de stockage de gaz pour les hôpitaux en France. Donc, c'est très différent de ce que j'ai pu faire aussi par le passé. C'est ça qui est aussi, je pense, une des forces de notre formation. C'est que voilà, on peut faire plein de choses, on a des bonnes bases pour travailler sur plein de choses différentes. Et le groupe Air Liquide aussi offre beaucoup de possibilités dans des domaines variés. C'est aussi une force sur les carrières. Donc, j'ai travaillé sur le biogaz. Là, je suis plutôt dans les gaz pour la santé. Mais il y a aussi plein d'autres choses intéressantes. Il y a tout ce qui est hydrogène avec les nouvelles mobilités pour s'affranchir de l'essence ou du diesel. Il y a des gaz dans l'agroalimentaire. Coca-Cola est un de nos plus gros clients. Donc, il y a des agros aussi qui travaillent pour ce côté plutôt gaz alimentaire. Et plein d'autres domaines. Donc, en termes de conseils, voilà, moi, ce que je dirais, c'est en premier... il ne faut pas forcément se mettre la pression sur ses choix parce que ce qu'on fait à un moment, ça ne va pas déterminer tout le reste de sa carrière. Il faut savoir trouver les points communs et mettre en valeur ses compétences et ses expériences, mais on peut travailler sur d'autres choses. Et puis aussi, il faut oser, dans la limite du raisonnable, mais pas hésiter à contacter des anciens, pas hésiter à postuler à des postes, même si tout ne colle pas forcément ligne à ligne.
faut construire sa carrière et oser. Merci, Aude. Du coup, si Nicolas est encore là, c'est Nicolas Viard, du coup, j'entends. C'est à son tour, et je crois qu'il y a un petit lien non, avec Air Liquide. Eh ben, tout à fait, Gaël. Et d'ailleurs, bravo Aude. Aude va faire une très grande carrière chez Air Liquide, hein, ça j'en suis convaincu. Donc moi, je suis Nicolas Viard, je suis administrateur et au bureau donc d'AgroParisTech Alumni, et je suis aussi dans l'association, dans la fédération Uniagro, impliqué dans les bureaux d'agro-dirigeants, agro-entrepreneurs, agro-business angel et agro-durable. Et je suis aussi donc au sein d'un membre actif des agro-franciliens qui regroupent donc les agros d'Île-de-France. Donc, ce n'est pas une occupation professionnelle, hein, c'est une occupation qui me permet d'avoir passé pas mal de temps avec Véronique, il y a la semaine dernière, hein, pour les journées portes ouvertes des agro-dirigeants. En fait, la vie de l'association et la possibilité de rencontrer des camarades et des alumni comme ça, un peu au détour finalement alors, attends, je vais essayer de... Voilà. Au détour des événements du Quai Voltaire est quand même très, très sympa. Alors, mes occupations et mes contributions au sein de ces activités sont principalement autour de la vidéo, parce que ça fait maintenant, grâce finalement à ces groupes, ça fait maintenant bientôt 5 ans que j'ai développé une pratique de la vidéo en direct, en organisant des événements, des événements de l'association, les mettant le plus possible en ligne, en direct sur Zoom, mais surtout YouTube, Facebook, LinkedIn. Et ça marche pas mal, hein. Je suis assez fier de mon plus gros succès de l'année 2022, qui est la vidéo des bifurqueurs, qui a quand même fait pas loin de 30 millions de vues, qui m'a valu certaines... Bon, c'est pas de conflit, mais disons des remises en cause au sein de l'association, hein, parce que sur le moment, c'est vrai qu'une vidéo filmée pour une revue des diplômes d'AgroParisTech qui fait 30 millions de vues, ça n'était pas forcément ce qu'on avait tous prévu. Mais en tout cas, donc, depuis 5 ans, j'ai vraiment développé cette pratique de la vidéo en temps réel, donc en direct, qui est maintenant mon occupation professionnelle à temps plein, parce que j'assume, je produis des événements pour des clients, des associations, donc des événements en direct sur les réseaux sociaux. Et j'accompagne aussi des industriels dans les diagnostics de panne et les analyses de performance machine grâce aux vidéos en direct. Donc, c'est comme ça que je peux le lundi mettre un panel d'orateurs brillants sur les sujets de RSE en ligne sur LinkedIn, et le mardi, déployer des caméras 4K pour diagnostiquer des problèmes de fonctionnement de lignes de remplissage de yaourt ou d'huile moteur même. La différence entre les deux, c'est que le son est moins important, hein, puisque une ligne de polyyaourt a peu de choses à dire sur le moment, alors qu'un panel d'orateurs a énormément de choses très intéressantes à dire. Et ça, c'est vraiment sympa. Donc, la différence entre les deux, c'est vraiment la qualité des micros. Alors, il n'y avait pas cette spécialisation quand j'ai fait l'agro en 83. Hein. Alors, je ne suis pas le plus vieux, mais 83, ça date un peu quand même. Je vous laisse calculer le nombre d'années. Donc, j'ai fait Massy en 83. Et moi, ce qui m'intéressait à Massy, c'était la sono de la résidence des étudiants à la cité universitaire. Donc, j'étais le DJ en chef. Je m'en suis approprié de la sono tout de suite en arrivant. Et vraiment, j'ai lâché à regret les clés de la sono 3 ans après. Et puis, c'était l'industrie. Donc, je voulais faire de l'industrie, je voulais faire de la sucrerie. Honnêtement, parce que ça me plaisait, et puis surtout, ça payait énormément. La sucrerie, à l'époque, c'était les stages en sucrerie. Vous étiez les seuls, en revenant de stage, à avoir une voiture, à pouvoir emmener votre ami au restaurant. Enfin, c'était vraiment des choses incroyables. Du coup, c'est comme ça que j'ai rencontré mon épouse en rentrant de stage de sucrerie. Et donc, on s'est mariés à la sortie de l'école. Enfin, elle était en première année, moi j'étais en 3e année, mais disons qu'on s'est mariés très tôt. On a fait un bébé à l'école. D'ailleurs, cette année-là, il y a eu
crois, une dizaine de bébés. On faisait beaucoup de bébés à Massy à l'époque. C'est moins le cas, ça, je crois, maintenant. Mais à l'époque, on avait peur de rien. Et donc, je suis sorti de Massy pour aller à l'ESSEC, faire un an dans le même master que Véronique. Et là, je voulais vraiment rentrer en sucrerie parce que je me disais, j'ai tout fait. Hein. J'ai fait de l'ingénierie, du process, j'ai fait du marketing, de la finance, donc j'y vais. Et puis là, ça n'embauchait plus parce que le marché avait implosé. Enfin, il n'y avait plus d'embauche du tout. Donc, je suis rentré chez Air Liquide. Et là, chez Air Liquide, c'est vrai que ça a été 30 années. Donc, je ne vais pas vous résumer parce qu'on serait en présentiel, on serait tous en train de regarder le buffet, mais bon, il est quand même 8h22. Donc, 30 années chez Air Liquide, où là, j'ai pu me donner à fond sur tous les sujets industriels passionnants qui animent ce groupe. Et donc, voilà, c'est ça. Cette aventure dans le groupe s'est arrêtée quand j'ai rejoint l'association pour explorer finalement tout ce que peut apporter la vidéo dans le dynamisme et dans la communication de notre bel assaut d'alumni. Voilà, Gaëlle, j'ai résumé au plus vite pour rester dans le temps. Super, merci Nicolas. C'était le dernier intervenant, donc merci à tous d'être restés jusque-là. Merci aux alumni qui ont répondu présents pour cette soirée. J'espère que cette introduction au réseau des alumni vous a plu et que vous sortez ce soir avec de nombreuses infos, mais peut-être des aspirations pour votre carrière, des inspirations, peut-être pas pour votre vie de famille comme Nicolas, mais en tout cas sur le plan de la carrière, vous avez peut-être des nouvelles idées ou peut-être que ça ouvre des nouvelles questions et c'est tant mieux parce que les alumni sont toujours là pour répondre à vos questions. Malheureusement, je l'aurais aimé trinquer, mais je n'ai que ma gourde. Moi aussi, j'aurais aimé trinquer. Mais ce n'est que partie remise. On va organiser ça très rapidement pour venir à vous à Saclay dans un événement convivial. Et donc, je vous souhaite à tous et toutes une bonne soirée et je vous dis à très bientôt dans nos prochains événements.